Sur la RTNC. Au sommaire, enseignement des bases décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salué de demain par les parents, mais les enseignants se plaignent de la disparité des primes selon qu'on se trouve dans un milieu ou un autre. Évaluation à mi-parcours de la construction du port en eau profonde de Banana, la firme Deep World et la partie congolaise s'active pour le respect du délai d'exécution. Les cancers existent aussi bien chez les adultes que chez les enfants, mais comment les prévenir et les soigner? Nous en parlerons dans cette édition d'information. La crise climatique et la santé, quels enjeux pour la République démocratique du Congo, thème des journées scientifiques organisées à Lubumbashi en marge de la pré-COP 27 de Yangambi. À toutes et à tous, bienvenue. Mais avant de développer tous ces titres, l'actualité. La ministre de Mines, Antoinette Samba, séjourne à Durba dans la province de l'Ituri. Elle est allée installer une structure de son ministère chargée de prélever les 0,3% du chiffre d'affaires. C'est notamment celle de l'entreprise Kibali Mining. Reportage Eugénie Chabani. L'une des dispositions du code minier est l'obligation aux entreprises minières de verser une dotation de 3% de leur chiffre d'affaires au ministère. Cette dotation est destinée à réaliser les actions sociales pour les populations environnantes du site minier. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, est décidée plus que jamais à faire le suivi de cette disposition, ce qui justifie son itinérance dans les sites miniers pour s'assurer de l'effectivité de l'application de cette obligation légale. À Durba, en Ituri, au siège de l'entreprise Kibali Gold Mining. La patronne des mines, Antoinette Samba Kalambay, spécifie l'objet de sa mission. En ce jour, nous venons installer la structure qui va gérer la dotation de 0,3% de l'entreprise minière Kibali. Et cette dotation est allouée aux communautés locales directement impactées par l'exploitation de l'or à Doko. C'est la communauté elle-même qui sera gestionnaire. Et elle sera encadrée par le ministère des Mines, celui des Affaires sociales ainsi que la société qui dote la communauté du 0,3% de son chiffre d'affaires. Les actions sociales de ces entreprises minières vont améliorer le bien-être de la population bénéficiaire. Voilà, nous l'avons dit à l'ouverture de cette édition d'information, évaluation à mi-parcours du projet de construction du port en eau profonde des Bananas. Nous sommes dans la province du Congo central. Vous le savez, le président de la République avait lancé les travaux le 31 janvier dernier. Le bureau de coordination, de contrôle et de suivi de ces projets a échangé avec les responsables de la firme DPO. La remise en état des voies d'accès vers le site était au centre des entretiens. Pas de temps à perdre pour le bureau de coordination, de suivi, de contrôle de projets de port en eau profonde des Bananas. L'accélération dans les préparatifs du lancement des travaux de construction de ces ports, dont les travaux se feront à 4 phases, avec une première phase de 600 mètres de queue tirant d'eau de 18 mètres, ainsi que parc en conteneurs et marchandises générales de 30 hectares pour une durée de 18 mois a été examiné par la délégation du BUCCO conduite par son coordonnateur exécutif Karambu Mandungubula, assisté par ses adjoints. Des travaux qui seront exécutés par la société DP World. Cette structure était tour à tour du 20 au 21 septembre dernier au ministère de la Défense nationale, à la Direction générale des douanes et assises, à l'état-major des forces armées, corps du génie militaire, au ministère des infrastructures et travaux publics, mais aussi au ministère du portefeuille. Il est de l'obligation de la RDC ou du gouvernement congolais de remettre en état cette route selon certaines spécificités techniques et caractéristiques pour qu'elle puisse supporter le transport et le flux de Kinshasa à Banana et de Banana à Kinshasa lorsque le port sera érigé. On a échangé essentiellement ensemble de manière à ce qu'on puisse tous les deux travailler en parfaite harmonie, de manière à ce qu'on puisse respecter les délais qui sont imposés aussi bien par la Convention elle-même.
Ces ports d'une longueur de 1600 mètres comportera 5 quais d'un tirage d'eau de 18 mètres de profondeur et permettra à la République démocratique du Congo d'avoir accès à nos mers et d'imparter désormais le commerce international sur les côtes ouest de l'Afrique. Pour rappel, c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des ports en eau profonde de Banana. Le cancer n'est pas seulement une affaire des adultes, il touche aussi les enfants. Comment détecter les symptômes et comment aussi le prévenir? Nous avons approché pour vous le docteur René Ngiyulu Makwala du service d'oncologie pédiatrique des cliniques universitaires. Septembre est un mois qui est désigné dans le monde entier pour la sensibilisation sur le cancer de l'enfant. Que le monde entier, que nos compatriotes puissent savoir que le cancer existe également chez les enfants. Le cancer n'est pas l'apanage seulement des adultes, mais seulement le cancer des enfants est différent du cancer des adultes. Ces cancers, ce sont des cancers embryonnaires. Embryonnaire, ça veut dire que ça se fabrique à partir de l'embryon. Donc, le cancer des enfants n'est pas prévisible, n'est pas prévenable, nous ne pouvons pas les prévenir. Ce sont des choses qui apparaissent brutalement comme ça, mais heureusement que prise en charge à temps, nous pouvons les guérir. Et puisque vous savez que l'enfant est un être en développement, donc ces cancers sont des cancers extrêmement agressifs. D'où la nécessité justement de sensibiliser la population sur les signes précoces des cancers des enfants. Lorsque vous avez un signe tel que une tache blanchâtre au niveau de l'œil, il faut voir le médecin. Lorsque vous avez un abdomen qui est ballonné et qu'il y a une boule dedans, il faut voir le médecin. Lorsque vous avez des ganglions un peu partout, que ce soit au niveau du cou, que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau des plis inguinaux, vous devez vous en inquiéter parce que ça peut être un cancer qu'on appelle un lymphome. Et un des lymphomes que nous retrouvons surtout chez nous, c'est le lymphome de Burkitt. Et donc nous avons des gens qui sont spécialisés en cancer des enfants. Nous avons des oncopédiatres. Nous les avons envoyés au Maroc. Ils sont là, ils sont présents en clinique universitaire. Et nous prenons ces enfants-là en charge. Ce qui nous dérange, c'est naturellement les moyens. Mais nous avons des partenaires, notamment le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, en abrégé GFAOP, et l'Alliance mondiale contre le cancer, l'AMCC, qui de temps en temps nous aide en nous procurant des produits. Parce que les médicaments pour traiter ces cancers coûtent extrêmement cher. Des propos recueillis par Médard Mbouyal Mangal. Nous allons à la découverte d'un lieu que nous pouvons qualifier d'un site touristique, la baie d'Engaliema, cette corniche située juste en face de Brazzaville, capitale de la République démocratique de la République du Congo. Elle longe l'avenue du tourisme dans la commune d'Engaliema. Suivez. Vous nous croirez en plein fleuve Congo. Loin de là. Nous sommes plutôt sur la concession qui fait l'objet des conflits immobiliers entre Itex Africa et les tierces. Il s'agit de l'occupation de la baie d'Engaliema située dans l'intersection entre le fleuve Congo et la rivière Basoko. Le groupe Texaf, dont fait partie Itex Africa, tient à fixer l'opinion nationale et internationale sur le conflit concernant l'une de ces parcelles situées dans la baie d'Engaliema. En effet, Itex Africa dispose du contrat de servitude foncière numéro 001 signé avec la République démocratique du Congo en août 2017 concernant la zone en question située entre le fleuve Congo, la régie des eaux, la concession Itex Africa et la rivière Makelele. Ce contrat est signé sur base de l'arrêté numéro 018 du 10 août 2017 du ministre des Affaires foncières et publié au journal officiel. Celui-ci est signé en exécution de l'arrêté numéro 010 de juillet 2017 par le ministre de l'Urbanisme, publié au journal officiel et portant désaffectation de la zone en question. Aucun de ces arrêtés, ni ce contrat, pris il y a 5 ans, n'ont été contestés à ce jour. Le ministre de l'Urbanisme a signé l'arrêté numéro 0063 qui comporte plusieurs irrégularités. Il désaffecte une zone déjà désaffectée il y a 5 ans par le ministère de l'Urbanisme. Il attribue des concessions à des personnes bien identifiées. Il crée une superposition avec des titres existants du Itex Africa. Il prétend désaffecter les espaces pour usage agricole alors que les bénéficiaires construisent en matériaux durables.
ce qui contredit l'instruction numéro 0016 du 7 janvier 2022 de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. UTEX Africa a saisi les plus hautes autorités de l'État, dont son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui faire part de ces difficultés rencontrées, dues notamment à la présence des personnes influentes avec l'aide des agents en armes et en uniforme qui l'empêchent d'accéder à ces concessions, mettant ainsi en danger ses investissements importants, pourtant couverts par un accord de protection réciproque entre la RDC et la Belgique. En conclusion, UTEX Africa ne cherche qu'à être rétabli dans ce droit et ce conformément aux lois de la République. Faux, rétorque le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui rappelle une disposition selon laquelle cette portion des terres est réservée à l'État. UTEX Africa a voulu élargir abusivement les limites de sa concession, intégrant des droits indus sur le certificat d'enregistrement, allant jusqu'à intégrer les zones de recul de la rivière Bassoko et du fleuve Congo en violation manifeste de l'arrêté interministériel numéro 0021 du 19 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes. L'actuel débat relève d'abord et avant tout de l'interprétation des textes juridiques. Un dossier à suivre. La Commission électorale nationale indépendante multiplie des séances de sensibilisation sur les processus électoraux. Quelles sont les activités menées jusque-là avant l'organisation prochaine des élections en 2023, matière développée lors du cadre des concertations organisées au Palais du Peuple. Téti Samba. L'objectif de cette activité est de donner des informations sur le déroulement du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Ce cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, le deuxième du genre organisé par la Commission électorale nationale indépendante, a été une occasion pour le président Denis Kadima Kazadi de solliciter la contribution des mandataires des partis et regroupements politiques pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. L'activité de la fois passée a connu 346 partis et 58 regroupements politiques. Cette première rencontre a permis à mon équipe de vous présenter un état des lieux exhaustif du processus électoral en déclinant les activités réalisées ainsi que celles en cours d'exécution. Vous avez également eu la possibilité de présenter vos préoccupations sur la tenue des élections transparentes et crédibles dans le délai constitutionnel de 2023. C'est la raison d'être de cette rencontre, d'échange de ce jour. Plusieurs formations politiques ont été invitées à cette rencontre qui a débuté par le mot de bienvenue du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, suivi des 3 exposés faits par Maître Dave Banza, directeur de cabinet adjoint sur l'innovation de la loi électorale et ses mesures d'application, par le directeur juridique qui a parlé des facteurs à la base de l'actualisation des mesures d'application, et enfin Joseph Sendalou Samba sur la cartographie électorale. S'en est suivi les échanges entre le président de la CENI avec quelques mandataires et regroupements des partis politiques. À la fin de tout, quelques participants ont réagi. Aujourd'hui, pareille séquence d'activités renforce la crédibilité du processus et permet à ce qu'il puisse y avoir la sérénité dans les esprits de tout le monde. Je vois l'amélioration et le professionnalisme dans les experts que la CENI nous a présentés sur des dossiers que nous avons toujours décriés. Et nous avons salué également cette démarche du président de la CENI ainsi que des exposés des experts de la CENI qui ont brillamment nous ont fait le point de ce qui a été fait en termes d'innovation de la loi électorale et de mesures d'application au niveau interne de la CENI, et puis également ce qui a trait à la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Vous savez que bientôt nous allons commencer ces opérations. Il fallait quand même que l'on sache est-ce qu'il y a eu modification ou pas au niveau de la loi, mais de ce côté-là, ça va. Ce cadre nous a permis de trouver certaines réponses à certaines questions que la plupart des Congolais se posaient. Je suis personnellement heureux parce que pour la première fois, on va procéder aux élections locales. J'ai été vraiment édifié par rapport à ce que je n'avais pas comme élément sur la loi électorale. L'après-COP 27 a vécu à Yangambi. Nous sommes dans la province de la Chopo, de retour à Lubumbashi. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, a procédé à la restitution de ses assises axées sur les questions de l'environnement.
Une initiative express de la VPM et ministre de l'Environnement, Mme Eve Bazaïba, soucieuse de restituer les retombées des travaux de Yangambi et de poser les jalons des prochaines activités dans le cadre de la COP27. Le professeur Joseph Malassi, conseiller scientifique de la VPM et ministre de l'Environnement, est intervenu depuis New York. Il a, au nom de l'autorité de tutelle, remercié le recteur de l'UNILOU pour avoir assuré cette interface. Il souhaite qu'un cadre de concertation entre le ministère de l'Environnement, les miniers et l'UNILOU soit établi. Le professeur Gilbert Kishiba Fitula a pour sa part présenté les recommandations des Yangambi et partagé les attentes de la RDC face aux opérateurs miniers. Lorsque le chef de l'État de la RDC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, présente la RDC comme pays solution, cela est relayé largement par la vice-premier ministre Bazaïba, que certains appellent Jean d'Arc de l'environnement à partir de la RDC, la nécessité d'appuyer la recherche scientifique pour améliorer notre connaissance des écosystèmes et de leurs valeurs, ainsi que des menaces qui pèsent sur ces écosystèmes, tandis que la question de contrepartie et juste compensation doit mobiliser les intelligences collectives pour que celles-ci ne soient pas perçues comme de l'aumône ou acte de générosité du grand nombre ou du monde, mais une juste symétrie comme retour sur des atouts dont notre pays est doté. Donc, quand la RDC va en négociation en Égypte, elle n'attend pas d'obtenir de l'aide du monde. La RDC attend obtenir la juste compensation et les contreparties. Représentant le gouverneur du Haut-Katanga, le professeur Bruno Tchoma Tchoma, ministre des Finances, a promis l'accompagnement du gouvernement provincial. Nous allons faire la restitution à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Jacques Yaboula Katwe. Il n'aménagera aucun effort pour s'impliquer et apporter son soutien aux actions de Monsieur le recteur de l'université. Pour l'intérêt de la nation. La semaine qui vient de s'achever a été riche en événements. Elle a été marquée aussi bien au pays que dans le monde par l'adresse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a dénoncé l'agression dont est victime la RDC par le Rwanda sous couvert du M23, la semaine du président avec Pierre Kebameso Moïsa. C'était en début de semaine, le lundi 19 septembre 2022, que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État répondait au rendez-vous de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Du haut de la tribune de cette session ordinaire, le président de la République a porté haut et fort la voix de la RDC victime de l'agression du Rwanda sous couvert du groupe terroriste le M23. Le chef de l'État a livré tous les éléments censés permettre à l'Organisation des Nations Unies un meilleur décryptage de la situation réelle sur le terrain. Une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international dont l'Afrique et la RDC payent un lourd tribut. Toujours à New York, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, il s'est tenu la 7e conférence des reconstitutions des fonds en faveur du Fonds mondial. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été l'un des invités de marque aux côtés de ses homologues des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, de la France, Emmanuel Macron, de Justin Trudeau, Premier ministre canadien, de Bill Gates, d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif de cette rencontre de haut niveau, la mobilisation par des bailleurs de fonds des ressources financières supplémentaires pour permettre au Fonds mondial d'intensifier la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme,
3 maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et puis, dans une interview exclusive accordée à New York, à RFI et à France 24, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé sur toutes les questions d'actualité nationale. Tout a été passé au peigne fin. En 25 minutes, le chef de l'État a donné un éclairage à toutes les questions relatives à l'élection présidentielle de 2023, à l'agression de la RDC par le Rwanda, aux arrestations de François Beya et du général Philémon Yav, au conflit Tekeyaka et au bilan à mi-parcours du quinquennat du président de la République. Il est allé évaluer l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, mission effectuée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. La semaine qui vient de se terminer a été également marquée par plusieurs autres faits et saillants, et notamment ces tests grandeur nature des équipements de délivrance de cartes d'électeurs par la Commission électorale nationale indépendante. Une semaine en 5, signé Bobette et Ngalisamba. Vivement les élections, la semaine a démarré avec l'arrivée à Kinshasa des kits électoraux pour l'identification des électeurs. 2 jours après, le test de grande nature ont été organisés à Luozi dans le Congo central et à Kinshasa, à Maluku et Lingwala. Objectif, vérifier leur fonctionnalité et efficacité avant leur déploiement à travers la République. Évaluation sécuritaire dans les provinces sous état de siège. Le Premier ministre était en mission à Bunia, Goma et Beni. Jean-Michel Samaloukonde est allé encourager les éléments des FARDC et de la police nationale pour leur sacrifice dans la restauration de la paix dans cette partie du pays, mais aussi pour préserver la souveraineté nationale. Pendant ce temps, une table ronde est en projection pour appeler les Yaka et les Teke à fumer le calumet de la paix dans le Kwamut. Jusqu'ici, pas d'avancée dans ce conflit de terre qui continue à faire des morts. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a échangé cette semaine avec le chef coutumier Yaka. Rencontre élargie à d'autres structures. Côté coopération, les délégués des Sénats, de Conseil consultatif Shura et Conseil similaire d'Afrique et du monde arabe étaient du 19 au 20 septembre à Bujumbura, au Burundi. La 9e réunion de la Ligue des Sénats recommande aux gouvernements arabes et africains à atténuer le choc causé par la guerre en Ukraine. Bahati Lukwebo, président du Sénat, a pris part à ces assises. Mise au point du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sur la rareté des passeports sur le marché, c'était pour des raisons techniques, a précisé Justin Kabongo devant la presse. Le secrétaire général rassure. La production de ce document a repris et que le bureau de la chancellerie à Kinshasa reste ouvert pour tous les Congolais d'ici et d'ailleurs. Sur le plan social, la mise à la retraite effective de plus de 4000 fonctionnaires de l'État. Une première vague qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique qui vise notamment son rajeunissement en vue d'organiser le recrutement prochain des jeunes Congolais. Vous avez droit à 3 dossiers dans cette édition d'information. Le premier, des milliers de déplacés internes sont enregistrés dans la province de l'Ituri à la suite de la barbarie des groupes armés Codeco, FPIC Chinyamulima et des EDF. Dans la foulée, des enfants de la rue, surtout ceux qui ont perdu leurs parents à fleur d'âge. Leur prise en charge se pose avec acuité. Un dossier de Junior Selemani. Causée par les groupes armés depuis 2017 en Ituri a des conséquences néfastes sur la vie de la population. De nombreux parents tués ont laissé des orphelins. Une situation à la base de la prolifération du phénomène enfants de la rue. Du Chegui, en ville de Bunia, ces enfants sont visibles dans tous les coins de la ville, passe nuit à la Belle Étoile. Une présence qui constitue une source d'insécurité pour des habitants du chef-lieu de l'Ituri. Souciés de l'avenir de ces enfants, l'association des femmes au cœur du développement
enfants s'occupent de leur encadrement. Certains d'entre eux ont repris le chemin de l'école et sont en mesure de lire et écrire, reconnaît leur enseignante. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont très attentifs à classe. Nous croyons que nous allons arriver à une finalité qui est meilleure pour ces enfants-là. L'un de ces enfants rencontré au complexe scolaire Gombe explique la leçon apprise. Nous sommes verbe avoir, au mode conditionnel, au mode condition présent, nous sommes j'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait. Nous irions à Chapin, nous aurons, vous auriez, ils auraient, elles auraient. Christelle Alema, coordonnatrice d'AFCD, justifie son initiative par le souci de lutter contre ces fléaux et éviter que ces enfants puissent constituer une bombe à retardement. J'ai approché ces enfants, j'ai appris leur histoire qui est tout à fait triste, différente les unes des autres. Et quand je demandais ce qu'ils voulaient réellement, ils disent qu'ils veulent être traités comme tout autre enfant, ils veulent être hébergés, ils veulent retourner à l'école. D'où nous avons commencé par le processus de trouver une maison où ces enfants pouvaient être hébergés, où ces enfants pouvaient être nourris, habillés, soignés. Et ensuite, après quelques temps, ces enfants devaient être inscrits à l'école. Et pas seulement à l'école, mais devaient être aussi soignés spirituellement. Joska Kaninda, psychologue de formation, revient sur les étapes de la prise en charge pour détraumatiser ces enfants. Pour arriver à découvrir les goulots d'étranglement, la raison qui l'a poussé à être dans la rue. C'est quand on découvre cette raison-là qu'on peut savoir comment les réorienter. Donc c'est un travail qu'il faut faire au cas par cas, comme on dit. Il faut aller avec un enfant au cas par cas, l'écouter et écouter son histoire. On appelle ça l'amnèse, l'histoire de l'enfant, comment il a vécu, comment il s'est retrouvé ici. À partir de son histoire, à partir de son anamnèse, on peut alors dénicher la cause, l'élément qu'il faut combattre pour le retourner dans la société. Au regard du tableau non reluisant de ces phénomènes à Bunia en particulier et en Ituri en général, les fils et filles égarés de la province doivent comprendre qu'il est temps d'arrêter les violences et de penser au développement de l'Ituri. Cet autre dossier, gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, parents d'élèves et enseignants ont salué cette initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais certains enseignants se plaignent de la disparité des primes qu'ils touchent selon qu'ils sont dans tel ou tel autre milieu de leur attache. C'est un dossier d'Anastasie Doumbou. Tous les enfants à l'âge de scolarité ont droit à une formation des bases. La gratuité de l'enseignement est une matière prévue dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais s'engage à mettre en œuvre l'effectivité de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Question de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une part, cette matérialisation a été accueillie par les enseignants qui ont salué cette belle initiative. Je salue cette initiative du chef de l'État pour ce qui est de la gratuité de l'enseignement. Les effets, nous les sentons dans plusieurs aspects. Il y a l'aspect financier. Dans le temps, les parents ne parvenaient pas à scolariser leurs enfants. Mais actuellement, comme le secteur public, les frais sont devenus minimisables, vous voyez. Et cela a aidé à tous les parents de scolariser leurs enfants. Nous ne vendons pas des uniformes, ni quoi que ce soit. On ne vend rien ici. D'ailleurs, chez nous, nous avons donné la tenue aux enfants, blouses et chemises gratuitement. C'est la gratuité à ramasser tous les enfants qui trimballaient dans la rue. Ils sont maintenant dans les écoles en train d'étudier. C'est une bonne chose. Il y a un grand nombre d'élèves et nous les avons reçus vraiment avec les bras ouverts. Et puis nous les avons sensibilisés pour inviter ceux qui sont restés à la maison de venir les rejoindre. Avec ce système de la gratuité, les enfants sont tous à l'école. Quand il y a eu motivation, les parents se disaient nous avons des charges à payer, tout ça, il y a beaucoup d'enfants. Mais maintenant qu'il y ait la gratuité, les parents nous mettent en retard pour retourner les enfants à l'école. D'autre part, les écoles ont connu la croissance démographique. Cela nécessite l'ajout des salles de classe. Nous avons des grandes classes, qu'on puisse nous donner même des bancs. Regardez notre espace ici, c'est vaste. Une grande concession.
s'il peut songer aussi à venir construire ici. À cela s'ajoute le problème de la disparité de primes des enseignants du primaire selon qu'on est à Gombe ou dans d'autres communes. D'où provient notre découragement? C'est juste le ministre a essayé de séparer les gens de Gombe et les gens de la cité ici. Mais nous donnons les mêmes enseignements, les mêmes programmes. Comment est-ce que pour payer, on doit payer les gens de Gombe 200 000. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que non, on a encore ajouté un 100 000 pour faire 300 000. Entre-temps, ici, chez nous, c'est 30 000, au lieu de 300 ou 200 comme les autres. Alors, pourquoi cet écart? Pourquoi cette indifférence? Les paix que l'État a mis à notre disposition, on les touche difficilement et en grand retard par rapport à la banque Tembe. Donc, l'Access Bank nous paye toujours après au moins 45 jours. Le gouvernement, à travers le ministère de l'EPST, déterminé à lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire. Un constat amer est que dans les écoles publiques, l'insécurité bat son plein, a souligné la directrice de l'EP10, Ngiringiri. Ça, c'est un complexe qui regorge 3 écoles. Nous avons une grande difficulté. La difficulté, c'est quoi? Ce sont les Koulouna qui viennent nous envahir. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants au milieu où les Koulouna entrent à tout moment. Si le gouvernement peut voir aussi dans quels moyens on peut nous encadrer ici. Concernant les défis à relever, qu'il faudra que l'État congolais mobilise plus de ressources pour construire et réhabiliter les écoles, afin d'éliminer la délinquance juvénile et la déperdition scolaire. Encore éducation dans ce journal, l'école constitue un véritable business en République démocratique du Congo à certains égards, dès l'argent ou rien, quelle que soit la formule utilisée pour les solliciter, ce parfois au mépris de l'instruction qui est la mission première des établissements d'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo, ce qui se passe d'ailleurs dans plusieurs écoles de la capitale et même du pays. Un dossier de José Doumbi. L'école est une activité sans but lucratif. Pourtant, en RDC, certains promoteurs des établissements d'enseignement primaire, secondaire et technique la transforment en une source de revenus. Des activités commerciales sont organisées au sein des écoles, comme la vente des objets classiques, des documents pédagogiques et autres effets scolaires. Situation dénoncée par des observateurs avisés. Donc, des gens employés pour dispenser, pour faire un travail pédagogique, se transforment en vendeurs. Or, la vente fait partie des opérations du commerce. Et en République démocratique du Congo, la pratique du commerce est légalisée. Vous avez ce qu'on appelle des évasions fiscales. Parce que quand une école vend, l'inspecteur de l'économie n'accède pas dans une école parce qu'il sait qu'une école, ce n'est pas une entité commerciale, ce n'est pas un établissement commercial. Et vous avez donc des réseaux mafieux qui opèrent, qui profitent à échapper à la parafiscalité en fournissant autant de matériel à ces responsables d'écoles véreux. L'autre paire de manches est la même mise de la trésorerie par les promoteurs de certaines écoles. Pour eux, les finances priment sur la pédagogie avec comme conséquence et rabais de la qualité de l'enseignement dans ces établissements. Vous avez des gens qui créent des écoles privées pour business. Vous avez des écoles privées, vous pouvez voir le des finances, créer une école, et celui-là, il les fait, c'est besoin. Mais généralement, dans les écoles privées où on fait le business, on ramasse n'importe quel diplôme. Parce que celui qui a terminé l'université, il n'est pas agrégé, il vient donner cours. Celui qui a terminé dans un institut supérieur qui n'est pas pédagogique, il vient donner cours. Et à ce moment-là, les principes pédagogiques ne sont pas respectés. Les inspecteurs de l'enseignement ont pour mission de veiller sur l'effectivité des activités totalement pédagogiques en milieu scolaire. Entre autres, aussi les contrôles financiers appelés C4. Aucune raison d'user de pratiques illicites sous prétexte de suppléer aux besoins des enseignants. Pour ouvrir une école privée agréée, au-delà des infrastructures, mais il y a aussi les conditions financières. C'est-à-dire, si l'enveloppe annuelle de faire fonctionner une école requiert 300 000 $, s'il faut se référer à la loi, vous, promoteurs, vous devrez être au moins capable de présenter la moitié. Bon, on comprend les situations ou les contextes dans lesquels l'État exige, d'abord l'État interdit. Vous avez la circulaire de Madame le secrétaire général qui rappelle l'interdiction formelle de toutes ces pratiques de vente et consorts, et vous avez aussi la lettre de Monsieur l'inspecteur général chef de corps qui a rappelé aux inspecteurs principaux provinciaux de suivre de près les écoles où ces pratiques se font parce que ce sont des antivaleurs. Le savoir ne peut être monnayé.
Les dispositions internationales en matière d'éducation exigent aux États de réserver 22% de leur budget à l'enseignement. Malheureusement, en RDC, le budget alloué à l'enseignement est de 5%, enveloppe faible pour soutenir l'action éducative. L'école maternelle, est-ce une nécessité pour les cursus scolaires d'un enfant? Y a-t-il pas d'enfants qui excellent dans leur cursus sans passer par l'école maternelle? Cette problématique a inspiré notre consoeur Malumbela Kivuila qui nous propose cette chronique sur la viabilité des écoles maternelles. Les aptitudes cognitives, affectives, aussi bien psychosociales, constituent des éléments déclencheurs de la formation intellectuelle des enfants dès l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans. À ce niveau, l'enseignement maternel s'avère capital, voire fondamental. Il a été prouvé par des scientifiques que le b.a.-ba de l'éducation est la maternelle. C'est là où l'enfant apprend le respect de l'ordre, la discipline, la ponctualité, le travail en équipe, la collégialité, le respect de l'aîné, bref, il apprend l'essence du bien commun. Des enseignants à cette étape sont engagés à assurer les fondamentaux de l'apprentissage en se limitant sur ce qui est rudimentaire. Cette formation procure à l'enfant une ouverture d'esprit. Des outils de travail ont été dotés à l'enseignement maternel, des outils éprouvés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel à travers la direction des programmes qui permettra à l'enfant de cerner les notions pour développer des compétences de base si les 10 programmes est bien appliqué à l'école. Alors dans ces cas, l'actualisation et l'adaptation des études préscolaires s'imposent. Le programme tel que le programme analytique pour l'école maternelle, programme d'activité, celui de planification trimestrielle ou annuelle. Ajoutez à cela des objets didactiques à exploiter dans l'enseignement, question d'enrichir le contenu pédagogique. Après 4 ans passés à l'école maternelle, l'enfant requiert des connaissances pouvant faciliter sa formation à l'école et lui permet d'affronter l'école primaire avec abnégation et courage. Il a été relevé que le secteur de l'enseignement maternel fait preuve des parents pauvres et relégué depuis de lustres en République démocratique du Congo. Cette première étape de la vie de l'homme souffre de manque d'attention particulière et soutenue de la part des décideurs. Ces derniers accordent plus de l'importance à l'enseignement primaire avec la formation des enseignants. Ajoutez à cela la gratuité de l'enseignement avec comme conséquence augmentation sensible des élèves dans toutes les écoles publiques et conventionnées de la RDC. La plupart d'établissements maternels ne tiennent pas compte des exigences architecturales. Visiblement, ce sont des maisons d'habitation compartimentées en salles de classe où les espaces récréatifs ne permettent pas aux enfants à s'épanouir. Ici est de signaler que lorsque les enfants sont bien installés, ils se sentent bien et assimilent bien les notions. Si la viabilité et la durabilité des infrastructures préscolaires est mise en cause, et que dira-t-on de la qualité de l'enseignement? Encore, il faudrait asseoir une directive, ce qui suscite des questionnements. Quelle est la place de l'école maternelle dans le système éducatif national? Pourquoi ce secteur reste-t-il abandonné entre les mains des privés? L'État congolais doit penser à la réorganisation du secteur éducatif préscolaire, s'en approprier, s'engager à ouvrir les établissements publics pour accueillir les enfants et y appliquer la mesure de gratuité instaurée par le chef de l'État pour permettre aux enfants âgés de 2 à 6 ans de fréquenter l'école qui forme les élites. Mettre en place des instances éducatives à la recherche d'une plus grande efficacité de l'enseignement. Elle consistera à organiser de manière permanente les séances de renforcement des capacités des enseignants de la maternelle, formation sur les nouvelles technologies de la lecture. Le pasteur Gabriel Ounda, c'est le nouvel évêque de l'église méthodiste unie dans la partie orientale de la RDC. Il a été couvert de cadeaux lors de la cérémonie de consécration. Dans la foulée, une Jeep, don du président de la République, lui a été remise. Rodé Panda. C'était au cours d'un culte que le conseiller principal du chef de l'État en charge des affaires religieuses, Théo Chilumba, a remis au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une Jeep Pimpa neuve à l'évêque de l'église méthodiste unie du Congo-Est. C'est un cadeau lui offert en marge de la célébration du centenaire de cette église dont la cérémonie a été organisée à Tunda, devant plusieurs membres du gouvernement provincial, les responsables des différentes paroisses et les fidèles. Le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idriss Mangala, en tête de la représentation provinciale, a salué
l'implication du président de la République dans la valorisation des hommes de Dieu qui veillent toujours pour prier en faveur de la paix en RDC. L'officiant du jour a plaidé pour la collaboration entre l'Église et l'État. Avant la remise officielle de la Jeep de marque Nissan Patrol, le conseiller Théo Chilumba a salué les efforts de l'Église méthodiste unie dans l'amélioration de la vie socio-économique de la population congolaise. Pour le conseiller principal, Monseigneur Gabriel Oumba Yemba est un artisan de la paix qui mérite un accompagnement de l'État. Le président de la République est fier de vous, de tous les efforts que vous êtes en train de déployer dans les domaines de la santé et de l'éducation. Vous méritez ce jour d'être ovationné. Les bénéficiaires a remercié le chef de l'État pour cette dotation qui lui permettra la mobilité dans le cadre de sa mission évangélique. Nous allons terminer ce journal par cette reconnaissance officielle de l'Église du pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Il s'agit de la communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme. Et c'est le secrétaire général au ministère de la Justice qui a procédé à l'installation officielle de cette église après la journée de dédicaces et clôture d'adoration et louange. À cette occasion, nous dit Eugénie Dada Chabani. L'église du pasteur François Mutombo Voici l'homme n'est plus une extension de la CK Bandal. Elle devient autonome avec dénomination Communauté des Assemblées Chrétiennes Voici l'homme, CACVH en sigle. Après l'acquisition de la personnalité juridique du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, ce dimanche 25 septembre, c'était une opportunité pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Georges Foulou, d'installer officiellement cette église. Il était accompagné du directeur et haut cadre de la direction des cultes et associations. Son installation a eu lieu au cours d'un culte d'action de grâce et d'adoration. C'était en présence des sénateurs, des ministres, des rapporteurs des ministres provinciaux, des rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et autres personnalités. Le comité directeur de l'Église a été officiellement installé. Occasion pour le secrétaire général de prodiguer quelques conseils pour la bonne marche de cette église nouvelle. Après le culte spécial consacré aux dédicaces, le pasteur François Mutombo a circonscrit la cérémonie. C'était la dédicace de la grande communauté CACVH, communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme. C'est une nouvelle communauté qui a vu des jours, je peux dire que sur le plan administratif, le 1er septembre du même mois, de cette même année, nous ferons aussi, aux moyens que Dieu pourra nous donner, c'est soutenir notre pays, soutenir notre armée et au besoin même quelques actions sociales et plus prêcher Christ. On avait un service de 3 jours. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi se termine ce journal. Peggy Mukunda me cherche de vous dire qu'elle sera là à 23h pour Info Dernière. Merci à Chimé Dondo ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique qui ont réalisé cette édition d'information. Excellente soirée à tous. Au revoir.